Je crois qu'on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous et bienvenue au séminaire. Alors, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Irène Walsburger, qui m'a rappelé tout à l'heure qu'avant de faire sa thèse à l'ENS avec Stéphane Malin, elle a été étudiante ici. Et ensuite, donc, elle est devenue chargée de recherche au CEREMAD et aussi associée à l'équipe Mocaplan de l'INRIA. Donc, Irène va nous parler aujourd'hui de garantie d'exactitude, je ne sais pas comment on dit en français, pour l'heuristique de Burer-Montero sur des problèmes de type max cut, semi-défini, positif. Et je te cède la parole. Là, je me démute, c'est ça? Comment? J'active l'audio de mon côté pour que les gens... Non, non, l'audio marche pas. Ils t'entendent par là, il n'y a pas de problème. Super. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je vais vous parler de problèmes d'optimisation semi-définie et d'une façon de les résoudre dans certains cas. Donc en fait, ce sujet dont je vais parler, c'est le travail de thèse de Tommy Rakoto-Andorf, qui est en thèse avec moi à Dauphine, co-encadré par Antonin Chambol. Donc voilà le type de problème dont je vais parler. C'est l'exemple standard de ce qu'on appelle l'optimisation semi-définie. C'est un problème d'optimisation. L'inconnu, c'est cette variable x, qui est une matrice. Donc, l'objectif, la fonction qu'on veut minimiser, est linéaire. Elle s'écrit sous la forme trace de Cx. Pour C, une matrice fixée, donnée, qu'on appelle la matrice de coût. La minimisation se fait sous deux contraintes. D'abord, des contraintes affines, qui sont modélisées par l'égalité A de x égale B, où A, c'est un certain opérateur linéaire à valeur dans Rm, pour un certain M, et qui est aussi fixé, donné. Et l'autre contrainte, c'est que X doit être symétrique et semi-défini positive. Et d'où le nom de programmation semi-définie. Alors, en fait, je vais m'intéresser à une sous-classe de ces problèmes d'optimisation semi-définie qui est, n'hésitez pas à aller vous asseoir. Hein. Je vais m'intéresser à ces problèmes, mais dans le cas particulier où la contrainte affine, c'est le fait que la diagonale de x vaut 1, c'est-à-dire tous les coefficients sur la diagonale de x valent 1. On s'intéresse à ce cas-là parce que il faut bien commencer quelque part et c'est plus simple que de traiter tous les problèmes dans le cas en généralité. Mais par ailleurs, cette catégorie de problèmes, c'est des problèmes d'optimisation semi-définie qui sont particulièrement intéressants et qui ont un certain nombre d'applications. Alors, en particulier, donc en fait, c'est des problèmes qui peuvent être utilisés pour approximer, par un problème convexe, des problèmes d'optimisation combinatoire difficiles. Alors, ce que j'appelle l'optimisation combinatoire ici, bon, c'est, disons, un problème d'optimisation sur un espace discret, fini, en fait, et de grande taille. Donc, en particulier, ce problème a été proposé dans les années 90 comme une approximation convexe du problème dit de maximum cut, max cut. Le problème max cut, c'est un problème de théorie des graphes où, étant donné un graphe,
avec des poids sur les arêtes, on cherche à partitionner le graphe en deux ensembles de sommets, de façon à ce que la somme des poids des arêtes qui relient les deux ensembles soit la plus grande possible. Voilà, donc ça c'est un problème qui... c'est un problème où ce qu'on cherche, c'est la partition du graphe. Donc, il y a un nombre fini de partitions possibles, mais très grand. C'est un problème qui est difficile. Et ce problème-là en fournit une approximation convexe pour laquelle on peut démontrer des garanties sur la qualité de l'approximation. Donc, c'est en particulier pour ça que ce type de problème a été pas mal étudié. Et d'autres applications, c'est les problèmes qu'on appelle de reconstruction de phase, j'aime bien, et puis aussi des problèmes qu'on appelle de synchronisation Z2 ou de détection de communauté. J'y reviendrai à la fin de l'exposé. Dans toutes ces applications-là, essentiellement, le problème, c'est que le problème de départ, c'est qu'on veut résoudre un problème d'optimisation où la variable, on peut se ramener au cas où c'est un vecteur dont les coordonnées sont binaires. -1 et 1. Par exemple, dans le cas du max cut, la variable, ça serait la donnée pour chaque arête pour chaque sommet plutôt de est-ce qu'il appartient à la moitié gauche de la partition ou à la moitié droite. Ça peut se représenter par un -1 ou un 1. Et donc, un problème d'optimisation où l'inconnu, c'est un vecteur binaire, c'est en général assez difficile à traiter. La façon dont on peut faire une approximation convexe, c'est au lieu d'essayer de reconstruire le vecteur binaire petit x, on peut essayer de faire un changement de variable et de reconstruire la matrice grand X égale à XX transpose. Cette matrice-là, elle doit avoir tous ses coefficients diagonaux égaux à 1. Alors, en fait, elle doit vérifier un certain nombre d'autres contraintes, mais on peut ignorer un certain nombre de contraintes et ramener la reconstruction de grand X de manière approximative à un problème de cette forme. Voilà, bon, ça c'est juste pour motiver l'usage de l'intérêt pour cette catégorie de problèmes. Alors, ensuite, la question c'est ces problèmes, comment on les résout numériquement? Alors, il y a eu beaucoup de travail sur comment résoudre les problèmes semi-définis, de type max cut ou pas de type max cut. Et on a des solvers génériques, c'est-à-dire qui fonctionnent pour n'importe quel problème d'optimisation semi-définie. C'est des solvers qui fonctionnent en temps polynomial en les données du problème, c'est-à-dire que si on fixe une précision qu'on cherche à atteindre, eh ben, en un nombre d'opérations polynomiales en les dimensions des vecteurs, on peut trouver une solution avec cette précision. Mais en général, les polynômes, c'est des polynômes avec des exposants assez grands. Alors typiquement, l'une des grandes familles de solvers, c'est ce qu'on appelle les méthodes de points intérieurs. Et alors, pour des problèmes de type max cut, c'est des algorithmes itératifs et la complexité par itération, s'il n'y a pas de simplification particulière possible, c'est d'ordre n³, où n, c'est la taille de la matrice qu'on cherche. Donc, vous imaginez que du coup, dès que n devient un peu grand, c'est assez pénible à utiliser. Bon, il y a d'autres solvers que les méthodes de points intérieurs, en particulier des méthodes de premier ordre, qui ont une meilleure complexité par itération, mais qui par contre demandent de faire plus d'itérations. Selon la précision qu'on veut utiliser les uns ou les autres, mais globalement, si on n'utilise pas un peu finement la structure du problème à laquelle on s'intéresse, c'est assez coûteux de résoudre un problème de type max cut. Donc justement, il faut utiliser, si on peut, la structure du problème. Et ça, c'est quelque chose qui est fait depuis relativement longtemps. Il y a plusieurs types de structures qu'on peut étudier. Là, on va s'intéresser au cas où le problème qu'on regarde a la propriété qu'il admet une solution de rang faible. Faible, c'est-à-dire que le rang est très inférieur à n, la taille de la matrice.
Alors, ça, c'est une hypothèse qui est tout à fait raisonnable, qui est vérifiée dans pas mal de cas. En fait, il y a un résultat général qui dit que pour les problèmes de type max-cut, il y a toujours une solution de rang O plus racine de 2n. Donc ça, c'est déjà nettement plus petit que n. Mais en fait, pour beaucoup des problèmes issus des applications que j'ai mentionnées il y a 2 ou 3 pages, en fait, à cause de la façon dont le problème est obtenu, en réalité, il y a une solution qui est plutôt de rang proche de 1, d'ordre 1. Et même pour les problèmes de reconstruction de phase et de synchronisation de Z2, en fait, dans les cas les plus intéressants, on sait par construction que le rang de la solution cherchée, c'est exactement 1. Donc, dans l'exposé et dans notre travail jusqu'à présent avec Tommy, on fait cette hypothèse. On suppose que le rang de la solution, c'est exactement 1. Bien sûr, c'est une hypothèse simplificatrice. Ça serait intéressant d'étendre nos résultats au cas où le rang optimal est plus grand que 1, mais bon, voilà, ça nous a déjà demandé pas mal de travail. Il y a une question? Alors, donc, quand on sait a priori que la solution cherchée est de rang faible, donc on peut essayer d'utiliser ça pour concevoir des solvers plus efficaces. Et grosso modo, j'ai classé en 2 catégories les approches possibles pour exploiter cette connaissance. Donc, il y a des travaux relativement récents qui consistent à partir de solvers génériques, mais en rendant certaines parties beaucoup plus efficaces en exploitant l'hypothèse de rang faible sur la solution. Et une stratégie qui est moins sophistiquée, plus ancienne, c'est la factorisation de Dürer-Montero, qui a été introduite par Dürer et Montero en 2003. Alors, à ma connaissance, la factorisation de Dürer-Montero est assez largement utilisée en pratique. Plus pour l'instant que ces méthodes de la première catégorie. Donc, moi, je vais me concentrer sur la factorisation de Dürer-Montero. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est dans les prochaines minutes. Et puis ensuite, le reste de l'exposé, ça sera consacré à expliquer quelles garanties on peut avoir pour la factorisation du Dürer-Montero, c'est-à-dire sous quelles conditions on peut garantir que cette factorisation est correcte, pour une notion de correct que je vais définir. Alors, allons-y pour la description de la factorisation du Dürer-Montero. Donc, je considère mon problème est défini de type max-cut. Je suppose qu'il y a une solution de rang 1. Et je fixe un entier supérieur ou égal à 1, quelconque, P. Je l'appellerai dans la suite le rang de factorisation. Alors, comme la solution cherchée, c'est une matrice semi-définie positive et de rang 1, en particulier plus petit que P, ça veut dire que la solution cherchée, elle va pouvoir s'écrire sous la forme V transpose. V, c'est une matrice qui a n lignes, la même chose que X, mais seulement P colonnes. Donc, on peut faire le changement de variable et au lieu d'optimiser directement sur X, on peut optimiser sur V. Et donc, au lieu de minimiser la trace de Cx, on va minimiser la trace de C, V transpose. Et ça nous donne, quand on fait ce changement de variable, ça nous donne le problème factorisé suivant. Donc, où j'ai juste remplacé dans le problème de départ X par V transpose. Bon, j'ai supprimé la contrainte de semi-définie positivité parce qu'une matrice de la forme V transpose, elle est toujours symétrique semi-définie positive. Et donc, j'obtiens ce problème-là. Donc,
avec comme objectif la trace de CVV transpose et comme contrainte le fait que la diagonale de VV transpose ne contient que D1. Et donc voilà, j'insiste sur le fait que V c'est une matrice de taille n fois P, et P, le nombre de colonnes, c'est un paramètre de la factorisation, c'est quelque chose qui doit être choisi. A priori, la factorisation a du sens pour n'importe quel P supérieur ou égal à 1, mais il y a des valeurs de P qui vont être plus avantageuses que d'autres numériques. Alors, ce problème-là, ensuite, le problème avec l'inconnu et V, comment est-ce qu'on le résout? Alors, ça, c'est un problème d'optimisation en fait, sur un produit de sphère, parce que on peut remarquer que le ième coefficient de la diagonale de VV transpose, c'est la norme au carré de la ième colonne de V. Et donc, demander que la diagonale ne contienne que D1, ça revient simplement à demander que chaque ligne de V soit de norme 1. Donc, en fait, on peut voir l'ensemble des V qui vérifient la contrainte simplement comme le produit de n sphères dans Rp. Donc, on doit optimiser une fonction qui est lisse sur un espace qui n'est pas un espace euclidien, mais qui est quand même une variété tout à fait gentille. Et donc, il y a pas mal de solvers qui existent pour ça, donc, dans le domaine de ce qu'on appelle l'optimisation riemannienne. L'avantage d'avoir fait le changement de variable, c'est bien sûr que maintenant, notre variable, B, elle est de taille n fois P. Donc, le nombre de coefficients à reconstruire, bah, c'est n fois P. Alors qu'au début, comme la matrice X, elle était de taille n fois n, eh ben, c'était n carré, le nombre de coefficients à reconstruire. Et si P est nettement plus petit que n, eh ben, on a énormément réduit la dimensionnalité du problème, et donc on peut espérer que les algorithmes d'optimisation standard que je mentionnais vont avoir une complexité par itération bien inférieure. L'inconvénient, c'est que au départ, le problème qu'on avait était un problème convexe, et maintenant, le problème qu'on a, bah, il n'est plus convexe, le problème factorisé, et donc, a priori, quand on essaie de le résoudre avec un algorithme standard, par exemple, imaginez une simple descente de gradient pour le produit de sphère, eh ben, ça peut fonctionner et puis ça peut ne pas, parce que la fonction objectif, elle peut tout à fait avoir des minima locaux, et les algorithmes d'optimisation riemanniens peuvent se coincer dans un minima local. Donc, du coup, le problème est plus rapide à résoudre, a priori, mais on n'est pas sûr de savoir le résoudre. Parce qu'il y a ce problème de minima locaux. Et alors, ça peut se produire ou ne pas se produire, et ça dépend de la valeur de P. Ça, en fait, je viens de le dire. Voilà. Donc, la question qu'on va se poser, et auquel on essaie de répondre dans notre travail, c'est pour quelle valeur de P est-ce qu'on peut garantir qu'il n'y a pas de minimum local? L'intérêt étant du coup que bah, s'il n'y a pas de minimum local, alors ici, dans ma présentation, je ne parle pas vraiment de minimum local, en fait, je parle d'une notion un petit peu plus faible et que je vais définir ensuite, c'est la notion de point critique. Mais vous pouvez vous imaginer, pour vous faire une intuition, vous pouvez penser aux points critiques comme à des minima locaux. Donc, si on arrive à démontrer pour certaines valeurs du P qu'il n'y a pas de mauvais point critique, à ce moment-là, ça veut dire que les algorithmes d'optimisation standard vont fonctionner, et donc que la factorisation de Dürer-Montero donne un moyen de résoudre le gros problème de départ, le problème d'optimisation semi-définie, avec une complexité réduite et correctement, puisqu'on ne risque pas d'être coincé dans un point critique, il n'y en a pas. Et observez que, comme le nombre d'inconnus du problème factorisé il est proportionnel à P, on a envie que P soit le plus petit possible. Parce que
la complexité de la méthode va dépendre assez fortement de P. Et donc, du coup, on a envie de garantir la non-existence de points critiques pour des valeurs de P aussi petites que possible. Alors, voilà un peu le paysage de ce qu'on sait sur ce problème. Donc, en bleu, c'est les résultats qui étaient connus avant que Tommy ne commence sa thèse. Et en rouge, c'est notre travail et celui d'un autre chercheur, Shu Yang-Ling, qui a travaillé un peu en même temps que nous. Alors, je vais revenir sur cette image. Hein, là, je donne juste les grandes lignes. Donc, en gros, ce qu'on sait, c'est que d'un point de vue théorique, on sait que si P est plus grand que racine de 2n, il n'y a pas de point critique non optimal. Et on sait que par contre, si P est plus petit que racine de 2n, il y a des problèmes, il y a des matrices de coûts pour lesquelles de mauvais points critiques existent. Donc ça, c'est les résultats vraiment théoriques. Après, d'un point de vue numérique, on peut essayer de résoudre les problèmes. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, quand P est très petit, de l'ordre de 1 ou 2, on peut effectivement rencontrer des mauvais points critiques, et l'algorithme de résolution qu'on voit peut effectivement échouer. Mais par contre, dès que P est un peu plus grand que 1, et il n'y a pas besoin que P soit racine de 2n, on n'observe plus de points critiques. Donc, du coup, dans ce régime, dans le régime entre 1, enfin un peu plus que 1 et racine de 2n, il y a un écart entre la théorie et la pratique. En théorie, on sait qu'il peut y avoir des problèmes. En pratique, on n'observe pas les problèmes. Et donc, la question qu'on se pose, c'est de savoir, d'essayer d'expliquer un peu ce régime. Et le résultat qu'on a démontré avec Tommy, c'est qu'on a montré que dans ce régime-là, il n'y a pas de mauvais points critiques, au moins pour une classe assez importante de matrices de couche C, ce qui explique en partie, pas complètement, mais en partie, pourquoi, quand on prend un problème issu un peu naturellement d'une application, et en fait, assez souvent, on ne rencontre pas de points critiques, c'est parce que, sans doute, la matrice, elle appartient à cette classe-là, ou à une classe un peu plus, peut-être un peu plus riche, mais idéalement du même. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Sur la motivation de départ, en fait, avec le max code, tu cherchais vraiment un truc de rang 1. Enfin, c'était X transpose. Tout à fait. Donc, est-ce que tu vas... Enfin, là, tu vas prendre P plus grand que 1 et par la suite, prendre la meilleure approximation par une matrice de rang 1. Enfin, qu'est-ce que... Alors, oui, donc dans le cas, effectivement, donc dans notre cas, effectivement, la solution cherchée, elle est de rang 1, mais ce n'est pas du tout une bonne idée d'essayer d'utiliser la factorisation du rang Montero avec P égale 1, parce que dans ce cas-là, la sphère dans R, c'est juste moins 1, et donc pour le coup, c'est un espace non connexe, et c'est pas du tout facile de faire de l'optimisation dessus. Donc, pour que le problème, on ait une chance de pouvoir le résoudre par les techniques habituelles, il faut que P soit supérieur ou égal à 2. Et ensuite, on le résout. Et comme la solution est de rang 1, si on arrive à le résoudre, en fait, notre matrice V, celle qu'on aura trouvée, elle va être de rang 1. Elle aura 2 colonnes, mais les 2 colonnes vont être proportionnelles l'une à l'autre. Elles vont être collinaires. Si elles ne le sont pas, c'est qu'on n'a pas résolu le problème. À ce moment-là, on peut espérer projeter sur l'ensemble des matrices de rang 1 pour avoir une solution approchée. Pour max code, c'est bien connu aussi que la relaxation semi-définie ne donne pas la solution du problème de max code, non? Oui, pour les problèmes vraiment pour les problèmes de type max cut qui modélisent des problèmes max cut, qui modélisent vraiment le problème du maximum cut sur un graphe, typiquement la solution n'est pas de rang 1. Les cas où la solution est de rang 1 que j'ai mentionné, c'est le cas où on utilise des problèmes de type max cut pour approximer notamment des problèmes de synchronisation Z2, de détection de communauté, de reconstruction de phase. Alors après, visiblement quand même, dans le cas des problèmes
max cut. La solution n'est pas de rang 1, elle est néanmoins de rang assez faible quand même, visiblement, mais effectivement, pas de rang. Voilà, donc dans cet exposé-là, je vais... C'était une longue introduction. Alors, je vais décrire un petit peu plus la littérature. Donc, je vais revenir sur l'image que j'ai montrée il y a quelques slides pour présenter un peu le paysage des résultats. Je vais expliquer ça plus en détail. Et puis ensuite, j'énoncerai notre résultat principal qui dit que lorsque la matrice de poussée est bien conditionnée, il n'y a pas de mauvais point critique. Voilà, donc je reprends mon problème factorisé. Je vous rappelle que l'objectif, c'est une fonction quadratique et on peut éventuellement la supposer convexe. La non-convexité vient vraiment de la contrainte qui est équivalente donc, au fait que V appartient à un produit de sphère et un produit de sphère, ce n'est pas convexe. Donc, même si l'objectif est convexe, il peut avoir des minima locaux non globaux sur le produit de sphère. En fait, plus généralement, il peut avoir des mauvais points critiques. Alors, ce que j'appelle un point critique, c'est la définition standard d'un point critique d'ordre 2. Je dis qu'un point X est un point critique d'une fonction f si le gradient de f est nul en X et la Hessienne de f est semi-définie positive en X. Alors ici, la fonction f, elle n'est pas définie sur un espace euclidien, mais sur une variété. Donc, vous considérez le gradient euclidien et le hessien riemanien, mais bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces objets-là, c'est pas grave, ça fonctionne de la même façon que dans les espaces euclidiens. Et un certain nombre d'algorithmes d'optimisation standard, donc, comme la descente de gradient avec une initialisation aléatoire sous certaines conditions, on a la garantie, on peut démontrer qu'ils vont converger vers un tel point critique. Donc, ce que j'appelle un mauvais point critique, c'est un point critique qui n'est pas un minimiseur global. Donc, si j'arrive à démontrer qu'il n'y a pas de mauvais point critique, et du coup, je démontre que les algorithmes standards peuvent trouver le minimum global, puisqu'ils peuvent trouver un point critique. Alors, il y a quelques années, Bouman, Voroninski et Bandera ont démontré que si P, le rang de factorisation, est plus grand que ceci, qui est essentiellement racine de Z, alors, pour presque toutes les matrices de C, il n'y a pas de mauvais point critique dans le problème factorisé. Pour presque toutes les matrices C, ça veut dire pour toutes les matrices C, en dehors d'un ensemble de mesures de Lebesgue nulle. Et ensuite, avec Alden Waters, on a démontré que en fait, cette condition est optimale. C'est-à-dire que si P est plus petit que racine de 2n, eh bien, à ce moment-là, il existe des matrices de couche C pour lesquelles un mauvais point critique existe, et l'ensemble de ces matrices de coups n'est pas de mesure nulle. Donc, le résultat de Bouman, Voroninski et Bandera, il est vraiment non améliorable. La condition sur P est exacte. Donc ça explique la ligne du haut de X1. Donc, au-delà de racine de 2n, pas de mauvais points critiques, et en dessous de racine de 2n, possiblement des points critiques, des mauvais points critiques. Mais numériquement, on a fait pas mal de tests, et beaucoup de gens en avaient fait avant nous dans la littérature. Alors, oui, excusez-moi, j'ai oublié le nom de famille, c'est juste écrit avec Florentin. Donc, Florentin, c'est Florentin Goyens, qui a été en postdoc à Dauphine et qui est maintenant en postdoc à Louvain-la-Neuve.
Donc, on a fait beaucoup de tests sur des problèmes d'optimisation semi-définis issus de la reconstruction de phase. Et ce qu'on a observé, c'est que, en fait, dès lors que P est supérieur ou égal à 2, on ne trouve pas de mauvais point critique. Peut-être ça nous est arrivé une fois ou deux dans des situations très défavorables de trouver un mauvais point critique avec P égale 2, mais à ce moment-là, si on prend P égale 3, les points critiques disparaissent. On n'en a jamais trouvé pour P égale 3. Et donc, dans la littérature, il y a pas mal d'expériences qui ont été faites, alors pas exactement pour les problèmes de type max-cut avec solution de rang 1, mais pour des problèmes assez proches. Et globalement, les résultats sont assez similaires. Numériquement, les gens observent que dès que P est plus grand que quelque chose qui est d'ordre 1, ils n'observent pas de mauvais points critiques. Donc là, ça explique la deuxième ligne de mon dessin. Les mauvais points critiques, on les observe seulement pour les valeurs de P qui sont toutes petites. Et dès que P devient un petit peu plus grand que 1, on n'observe plus les mauvais points critiques. Donc, il y a un écart entre 3 ou 4 par ici et racine de 2n. Que se passe-t-il? Manifestement, les matrices C pour lesquelles des mauvais points critiques existent sont rares. Mais est-ce qu'on peut justifier ça? Alors, il y avait, au moment où la thèse de Tommy a commencé, il y avait des explications déjà qui avaient été proposées, mais dans des cas vraiment très particuliers. Alors, en fait, le résultat principal, c'est un résultat aussi de Luhmann, Voronitsky et Bambera, où ils avaient étudié un problème de type max-cut vraiment bien particulier, où la matrice de coût C, elle était générée d'une façon particulière avec un processus aléatoire avec une loi bien définie, et ils avaient montré que sous ces hypothèses, qui étaient du coup vraiment spécifiques, effectivement, il n'y avait pas de mauvais point critique dès lors, enfin, même pour P égale 2. Et bon, il y a d'autres résultats, notamment par Gilly et Ma, pour des problèmes qui ne sont pas exactement les mêmes, avec aussi mais bon, avec des hypothèses un peu plus générales, mais quand même assez fortes. Et donc, avec Tommy, on voulait une explication un peu plus générale. Donc, ce qu'on voulait, c'était trouver une propriété P assez simple qui implique l'absence de mauvais points critiques. Avec P, une propriété suffisamment simple pour qu'on puisse prédire à l'avance si certaines matrices C ont la propriété P ou pas. Alors, à quelle propriété assez simple est-ce qu'on pouvait s'intéresser? Quand on regarde des matrices semi-définies positives, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de regarder le nombre de conditionnements. Donc, c'est-à-dire, quand on considère une matrice qui est strictement définie positive, ce que j'appelle son nombre de conditionnements, c'est le ratio, le quotient entre sa plus grande et sa plus petite valeur propre. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 1. Donc, en fait, on peut éventuellement autoriser C à être seulement semi-défini positive et dire à ce moment-là que le conditionnement est infini. Alors ça, c'est une quantité qui est très standard en optimisation. C'est bien connu que quand le conditionnement est proche de 1, c'est-à-dire que toutes les valeurs propres sont à peu près du même ordre, c'est le cas où on dit que C est bien conditionné. Et dans ce cas-là, tous les algorithmes d'optimisation sur des problèmes qui impliquent C fonctionnent bien. Et au contraire, quand le conditionnement est grand, on dit que C est mal conditionné, et bien à ce moment-là, il y a des valeurs propres d'ordre de grandeur très dissimilaires et tous les algorithmes d'optimisation fonctionnent mal. Donc, c'était assez naturel de se demander si on pouvait dire quelque chose en fonction du conditionnement de C. Alors, en fait, il y a une subtilité un peu technique, c'est que dans ce problème-là, en fait, la diagonale de C n'a aucune influence
sur l'existence ou pas de mauvais points critiques, à cause du fait que comme la diagonale de VV transpose vaut 1, bah, si on change la diagonale de C, juste la diagonale de C, ça revient à ajouter ou soustraire une constante à la fonction objectif, mais ça ne change pas le fait qu'il y ait ou non des minima locaux ou des points critiques. Donc, du coup, il faut qu'on considère en fait, toutes les matrices C qui sont égales à la diagonale près, elles ont les mêmes propriétés. Elles vérifient toutes l'existence ou la non-existence de mauvais points critiques. Donc, il faut qu'on trouve une propriété P qui ne dépende pas des valeurs des coefficients sur la diagonale de C. Donc, avant de calculer le conditionnement, il faut en quelque sorte qu'on normalise la diagonale pour être sûr que changer la diagonale ne va pas changer la propriété. Alors, pour ça, il y a une façon en fait qui est assez naturelle de faire, mais je n'ai pas trouvé de façon vraiment lumineuse de l'expliquer. C'est que, au lieu de considérer la matrice de couche C, on regarde ce que je vais appeler C lag, qui est la soustraction de C et de matrice diagonale, où les coefficients sur la diagonale, que j'appelle mu lag, sont la solution de ce problème-là, qui est en fait le dual du problème convexe de départ. Alors, ça peut paraître un peu mystérieux. En fait, cette matrice-là, C lag, elle a une interprétation assez naturelle, dans le sens que c'est la hessienne, il se trouve que oui, c'est la hessienne du problème factorisé à l'optimum, près du minimum global. Donc, c'est assez raisonnable que son conditionnement ait un rôle dans le fait que le problème soit facile ou pas à résoudre. Et donc, cette matrice-là, on considère son conditionnement, alors avec une utilité encore supplémentaire, qui est que en fait, cette matrice-là, par construction, elle a sa plus petite valeur propre qui est nulle. Et donc, quand on regarde son nombre de conditionnements, en fait, on fait le ratio entre la plus grande valeur propre et la deuxième plus petite, sinon on a toujours plus un petit. Que le mu est en moyenne, c'est pas RN. Mu est en moyenne, c'est plus. Non, mu est dans Rn. C'est diag de mu lag, c'est la matrice diagonale qui est construite en mettant les coefficients de mu sur la diagonale. Alors, bon, une remarque qui est peut-être un peu technique, si ça ne vous parle pas, tant pis, les pages d'après seront peut-être plus accessibles, c'est que je vous ai parlé du fait qu'on s'intéressait à une propriété de C dont on voulait qu'elle soit facile à calculer. Là, Et alors là, C lag, a priori, on ne peut pas calculer C lag sans résoudre le problème dual. Donc en fait, on ne peut essentiellement pas calculer C lag sans résoudre le problème de départ. Donc, du coup, accéder au conditionnement de C lag, ça n'a pas l'air tellement pratique. En fait, il se trouve que C lag, il peut quand même être relié assez facilement à C et à la solution. En fait, il y a une formule pour mu lag en fonction de C et de la solution, de sorte que quand on connaît C et qu'on a quelques hypothèses de base sur la solution, il n'y a pas besoin de connaître précisément la solution, en fait, on peut savoir estimer C lag, enfin, en tout cas son conditionnement. Ah oui, pardon. Ça, c'est la multiplication coordonnée par coordonnée. Et donc, en fait, il y a des cas où on peut tout à fait estimer le conditionnement de ces lags, et je donnerai un exemple une fois que j'aurai énoncé le théorème principal. Alors, le voilà, le théorème principal. Et donc, le théorème principal, il dit que si le conditionnement est strictement inférieur à P, on peut voir les choses différemment et dire si le rang de factorisation de P est strictement plus grand que C lag, alors il n'y a pas de mauvais point critique.
Alors, bon, une remarque, je vous ai dit que Shuyang Ling avait travaillé sur ce problème à peu près en même temps que nous, donc il a obtenu essentiellement en même temps un résultat très analogue. Alors, à part qu'il avait une constante un petit peu moins bonne ici, puisque au lieu d'avoir un P ici, il avait fait -1 sur 2. L'intérêt d'avoir enlevé le -1 et la constante 2 par rapport au résultat de Ling, c'est que maintenant on a un résultat qui est optimal, parce que on peut montrer en fait que lorsque l'inégalité n'est pas stricte, quand le conditionnement est exactement égal à P, en fait, il y a une matrice C pour laquelle un mauvais point critique existe, et en plus, bon, l'expression de C est pas très compliquée. Enfin, C, c'est une somme de projecteurs orthogonaux sur des espaces bien choisis. Décrire les espaces précisément, c'est un peu pénible, mais bon, la construction n'est pas horriblement compliquée. Alors, maintenant, je vais en venir à l'exemple d'application que je mentionnais. Je vais vous expliquer dans ce cas-là comment on peut estimer le conditionnement de ces lags et donc en déduire que pour certains problèmes, il n'y a pas de mauvais point critique. Donc l'application que je vais considérer ici, c'est un problème de détection de communauté. Alors, une version très simplifiée des problèmes de détection de communauté. Donc globalement, ce qu'on appelle la détection de communauté, c'est qu'on imagine qu'il y a des gens, N personnes, disons, et que ces personnes peuvent appartenir à des groupes. Alors ici, comme on est dans un cas très simplifié, on va dire qu'il y a seulement 2 groupes, et pourquoi pas de la même taille, ce sera plus simple. Et selon le groupe auquel ils appartiennent, les gens interagissent plus facilement avec certaines personnes qu'avec d'autres. En fait, on suppose que les gens ils interagissent davantage avec les personnes qui sont du même groupe et moins avec les personnes de l'autre groupe. Et on peut imaginer qu'on observe les interactions. Par exemple, que les interactions, c'est le fait de s'envoyer des messages sur un réseau social, le fait de collaborer pour écrire des articles de recherche. Donc, on observe les interactions et on voudrait reconstruire les groupes, c'est-à-dire on voudrait savoir qui appartient au premier groupe, qui appartient au deuxième groupe. Alors, un modèle mathématique très simple de ça, c'est de dire que pour toute personne I, on dit que on représente l'appartenance au groupe par un nombre xi qui peut être -1 si la personne appartient au premier groupe et 1 si elle appartient au deuxième. Et donc, pour toute paire de personnes I et J, on sait si les personnes ont interagi ou pas. Donc, on stocke ça dans une variable YIJ qui vaut 1 s'il y a eu une interaction entre I et J et -1 sinon. Et donc, j'ai dit que on suppose que les personnes interagissent davantage quand elles sont du même groupe. Donc, un modèle statistique simple qu'on peut mettre pour modéliser ça, c'est de dire que si les personnes sont du même groupe, c'est-à-dire si xi, xj vaut 1, et alors à ce moment-là, yij vaut 1 avec probabilité q, plus grande que 1,5, et elle vaut -1 avec probabilité 1 moins q. Et puis si les personnes ne sont pas du même groupe, c'est l'inverse. Donc, dans ce modèle, on suppose qu'on observe Y et on doit essayer de reconstruire X. Alors, donc si on suit la méthodologie que j'ai brièvement évoquée au début, on peut, au lieu d'essayer de reconstruire le vecteur petit x, essayer de reconstruire la matrice dont les coefficients sont les xi, xj. Et à ce moment-là, avec quelques approximations, on se retrouve à essayer de résoudre ce problème d'optimisation. Donc on veut minimiser moins la trace de xy, où y c'est la matrice qui contient toutes les interactions.
Donc, bon, ce problème-là, c'est exactement un problème d'optimisation semi-définie de type max-cut, comme j'ai considéré dans l'exposé. Si l'approximation est de bonne qualité, et on peut montrer qu'elle l'est assez souvent, la solution, c'est exactement la matrice dont les coefficients sont les x, y, j, c'est de rang 1. Donc, on peut, si on veut résoudre numériquement ce problème, essayer d'utiliser une factorisation du Burger-Montero avec n'importe quel rang P supérieur ou égal à 1. Et on peut se demander, du coup, quand est-ce qu'il y a des mauvais points critiques, quand est-ce qu'il n'y en a pas, qu'est-ce que notre théorème nous dit là-dessus? Alors, donc ici, la matrice de coût, pour reprendre mes notations du début, c'est moins y. Donc, ces lags, on peut l'exprimer en fonction de y et de x, le vrai vecteur qui décrit les groupes. Donc, ces lags, bon, on a une expression pour i et j, qui est ceci. Et bon, ce n'est pas la peine de regarder précisément l'expression, mais juste ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, ces lags, c'est une matrice aléatoire dont la loi dépend de x de manière relativement simple. L'espérance de ces lags, elle est facile à calculer. Donc, si x est fixé, l'espérance de ces lags, elle est proportionnelle à l'identité moins x transpose. Ah, j'ai oublié un racine de n, il faut diviser par n ici. Et en fait, les outils standards de concentration pour des matrices nous permettent de dire quand est-ce que les valeurs propres de ces lags sont proches des valeurs propres de l'espérance. Et donc, on peut estimer le conditionnement. Et en fait, du coup, on peut montrer que dès lors que la probabilité Q est plus grande que 1/2 plus racine de log n sur n avec une constante qui doit être plus grande que 3 divisé par racine de 2, à ce moment-là, quand on utilise la factorisation de Burger-Montero avec rang de factorisation égale à 2, il n'y a pas de mauvais point critique. Donc, c'est un résultat qui était déjà connu, mais seulement pour P supérieur ou égal à 4. Et là, on peut descendre... donc, pour P supérieur ou égal à 4, la constante n'est pas la même. Et là, on peut descendre vraiment jusqu'au rang P égale 2, qui est le minimum qu'on peut raisonnablement considérer. Et ce résultat n'est pas loin d'être optimal, dans le sens que, en fait, si Q est plus petit que 1/2 plus une autre constante fois racine de log n sur n, en fait, de toute façon, le problème d'optimisation de type max-cut, il n'a pas de solution de rang 1, et donc il y a aucune chance que la factorisation de Burger-Montero fonctionne. Voilà, donc ça c'était pour montrer juste une illustration de comment on peut appliquer notre théorème. Donc, je ne sais pas combien de temps je suis censée avoir. 13-10 minutes. Alors, du coup, je vais conclure maintenant, et puis après, éventuellement, je donnerai quelques idées de démonstration. C'était du matériau supplémentaire que j'avais prévu pour ce dont j'avais du temps ou pas. Donc, voilà. Donc, notre résultat principal, c'est on a montré que si le conditionnement de ces lags est supérieur ou égal à P, à ce moment-là, il n'y a non, l'inverse, pardon. S'il est inférieur ou égal à B, moi, il y a une égalité dans le mauvais sens. La méthode de Burger-Montero est correcte, dans le sens qu'il n'y a pas de mauvais point critique, et donc les algorithmes d'optimisation du manuel standard fonctionnent. Et donc, ça explique un peu pourquoi est-ce que, en pratique, on rencontre beaucoup de matrices pour lesquels la factorisation de Burger-Montero a l'air de bien fonctionner. On ne trouve pas de mauvais point critique. Même dans le régime, le P est assez petit. Petit que le seuil de racine de 2n qui a été étudié en théorie. Alors, bon, ce résultat, il pose... Enfin,
c'est un début, on a étudié un cas assez simple. Donc, si on a le courage de continuer, il reste beaucoup à faire. Évidemment, donc, on a l'hypothèse que la solution optimale est de rang 1. Donc, il vaut la peine de supprimer cette hypothèse. Alors aussi, on a considéré des contraintes vraiment particulières. On s'est limité au problème de type max-cut. Donc, la contrainte, c'est que la diagonale ne contient que des 1. Donc, on a envie de généraliser ça à des contraintes affines plus générales. Alors, déjà, dans un premier temps, ce qu'on essaie de faire en ce moment avec ONI, c'est qu'on essaie de considérer des contraintes blocs diagonaux. Donc, au lieu de mettre des contraintes sur vraiment la diagonale, on met des contraintes sur les blocs de la diagonale de X. Et ça avait l'air au départ d'être une généralisation triviale de notre résultat. Et en fait, ça fait plus de 6 mois qu'on est dessus et pour l'instant, on ne sait pas le faire. Ça n'a pas l'air si trivial. Donc, du coup, je ne sais pas si on va essayer de traiter le cas des contraintes vraiment générales, mais au moins les contraintes blocs diagonales, ce serait déjà pas mal. Aussi, là, on a considéré comme propriété le conditionnement de la matrice de cours, enfin de sa version un peu modifiée CELAG, parce que c'était la propriété la plus simple à laquelle on pouvait penser. Mais il y a aussi quand même un certain nombre d'exemples où des matrices qui apparaissent naturellement, elles ne sont pas bien conditionnées. Par exemple, elles ont une partie qui est bien conditionnée, mais quand même quelques valeurs propres qui sont très différentes. Et on aimerait bien pouvoir incorporer ces matrices dans notre cadre. Ça serait intéressant d'essayer de considérer des propriétés un petit peu plus sophistiquées que le conditionnement. Et puis, il y a aussi beaucoup de travail sur les aspects numériques. Alors ça, c'est relativement orthogonal, donc j'en ai pas parlé ici, mais c'est un sujet sur lequel je travaille un peu avec Florentin Goyens, que j'ai mentionné, et Clément Royer du LAMSA d'Adopi. Voilà, alors je vous remercie pour votre attention jusque-là, mais comme il me reste 10 minutes, je vais essayer de donner quelques idées de démonstration. Alors, donc voilà, le théorème qu'on veut démontrer, c'est que si P est plus grand que le conditionnement, alors il n'y a pas de mauvais point critique. Alors, la stratégie qu'on utilise, c'est que on considère un problème pour lequel il y a un mauvais point critique. Et on va montrer que cette inégalité ne peut pas être vérifiée. On procède par contraposé. Donc, on suppose qu'il y a un mauvais point critique. Donc, on appelle x0 la solution qui est de rang 1 et b un mauvais point critique. On les fixe et on va pouvoir montrer donc, que le conditionnement est supérieur ou égal à b. Alors ça peut s'écrire de manière légèrement différente. On peut se dire que ce qu'on veut montrer, c'est que le minimum de tous les conditionnements est plus grand que P, où on regarde les conditionnements de toutes les matrices CELAG pour C qui est telle que x0 est solution et V est un mauvais point critique. C'est-à-dire montrer que nécessairement le conditionnement est supérieur ou égal à P, c'est équivalent à montrer que le minimum d'un certain problème d'optimisation est plus grand que P. Alors, le problème d'optimisation a l'air un peu compliqué, mais en fait, c'est un problème convexe. Alors, il faut le reformuler un petit peu correctement, parce que voilà, il faut mettre un peu à l'échelle pour qu'on n'ait pas exactement le conditionnement à minimiser, mais seulement la plus grande valeur propre. Mais bon, avec un peu de travail, on peut reformuler ce problème de minimisation comme ce problème-là. Alors, ce n'est pas la peine de lire ligne à ligne le problème, c'est juste pour... Oui. Je ne vois pas pourquoi est-ce que x0 peut être solution lorsque V est un mauvais point critique. Si V est un mauvais point critique, en gros, on a un minimum local ou un potentiel. On peut montrer qu'à ce moment-là, x0 est quand même solution. Ça dépend des problèmes. Il y a des problèmes pour lesquels V est un mauvais point critique et x0 n'est pas solution. Oui. Mais là, on s'intéresse
on fait l'hypothèse qu'on regarde un problème dont la solution est de rang 1. Ouais. Dans tout mon exposé, j'ai fait l'hypothèse que les problèmes que je considérais des problèmes avec solution de rang 1, donc il y a une solution de rang 1. Donc je l'appelle x0 simplement. Et c'est pas en contradiction avec l'existence d'un mauvais point critique, a priori. Non, je m'attendrais à ce que le V correspondant soit ne soit pas critique, justement, si x0 est solution. Mais V et x0 ne sont pas liés. Ah, ils sont pas liés. Non, pardon, j'ai pas beaucoup insisté sur la démonstration. Et après, ouais. Je suppose. Sur la définition. Non, c'est différent. x0, c'est la solution. Et V est un mauvais point critique. Mais V n'a pas de lien avec x0. C'est juste deux choses différentes. Je fixe la solution et je fixe le mauvais point critique. D'accord. Donc, une fois x0 et V fixés, en fait, le problème qu'on veut résoudre, pour un n de V, il peut se résoudre numériquement, on l'a fait. Donc, ce qu'on veut, c'est montrer que la solution d'un certain problème d'optimisation, qui est compliqué mais convexe, est au moins égale à P. Et pour ça, la façon de faire la plus intuitive, c'est de considérer le dual. Donc, le dual, bon, il peut aussi s'écrire, il n'y a pas non plus une forme très simple, mais il n'y a pas non plus de particularité atrocement compliquée. Et à cause du principe de dualité faible qui dit que la solution du dual est plus petite que la solution du primal, bah, si on veut montrer que la solution du primal elle est plus grande que P, eh ben, on n'a qu'à montrer que la solution du dual est plus grande que P. Et pour montrer que la solution du dual est plus grande que P, bah, il suffit de trouver un point qui vérifie les contraintes du problème dual et pour lequel l'objectif est plus grand que P. Et donc, c'est ça qu'on a fait, en fait, dans notre travail. Donc, on a fait beaucoup de tests numériques. On a résolu le problème dual pour plein de valeurs différentes de V et de x0. Et alors, donc, la difficulté, c'est que justement, comme le problème dépend de x0 et de V, on ne peut pas... donc, c'est facile numériquement de trouver un point faisable pour le dual pour un x0 fixé et un v fixé. Mais par contre, pour montrer que pour tout x0 et tout v, il existe un point faisable du dual qui est comme on veut, c'est plus difficile. Donc, comme je vous disais, on a fait beaucoup de tests. Et à l'issue des tests, en fait, on a pu deviner une formule, une expression pour un point faisable du problème dual qui est une fonction polynomiale en les coefficients de x0 et de v. Alors, si vous êtes curieux, voilà l'expression qu'on a trouvée. Donc, si le point entouré de, ça veut dire qu'on multiplie les coefficients, enfin qu'on élève au carré les coefficients de dv transpose. Donc, c'est pas évident que ça, c'est un point faisable. C'est un peu pénible de montrer que, en plus, l'objectif en ce point-là est supérieur ou égal à P, mais ça se fait. Et donc, du coup, bah, ça démontre le théorème. Et là, il me resterait 2 minutes, mais je propose quand même de m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Alors, question, oui, Borjane. Moi, j'ai une question par rapport aux racines de 2n. Donc, on traite celle-ci, typiquement, les résultats de threshold, c'est des quantités très géométriques. Est-ce que ici, c'est aussi quelque chose, parce qu'en fait, ça sort un peu de nulle part, le racine de 2n, mais est-ce qu'il y a une explication géométrique de pourquoi c'est racine de 2n ici? Une sorte d'épaisseur gaussienne ou je sais pas quoi? Alors, il y a une explication géométrique, oui. Alors, pas en termes d'épaisseur gaussienne, par contre.
En fait, ce racine de 2n, c'est le même que dans un théorème de Pataki que je citais au début, qui dit qu'il y a toujours une solution de rang inférieur ou égal à racine de 2n. Et là, la raison, c'est que comme l'objectif est linéaire, il y a nécessairement une solution qui est un point extrémal de l'ensemble faisable. Et on peut voir, et il y a un argument assez simple pour le montrer, que les points extrémaux de l'ensemble faisable ont le rang de plus racine de 2n. Donc en fait, voilà, le rang de racine de 2n, c'est le rang des points extrémaux de l'ensemble faisable. Autre question? Peut-être dans l'audience, les participants à distance, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, moi j'ai une question, si je peux. Oui. Ok, merci. Ouais, donc merci pour l'exposé. Donc il y a d'autres circonstances, par exemple, si la contrainte, au lieu d'être la contrainte là sur la diagonale, c'est que la trace de la matrice est égale à n, là c'est essentiellement le problème aux valeurs propres, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de mauvais minima locaux quand on met une formulation avec n vecteurs. Est-ce qu'il y a une compréhension de quelles sont les caractéristiques des contraintes qui font qu'il peut y avoir des problèmes ou pas de problème? Certaines classes, il n'y a pas de problème, certaines, il y en a d'autres. Non, pour l'instant, C'est vaste. non, justement, c'est une question que j'aimerais bien qu'on se pose. Donc, le résultat de Bouman, Voroninski et Bandera sur le fait que quand le rang est supérieur ou égal à racine de 2n, il n'y a pas de mauvais point critique. En fait, ce résultat-là, je l'ai énoncé dans le cas particulier des problèmes max-cut, mais c'est un résultat général. Il y a une version pour n'importe quelle contrainte affine. Alors, par contre, donc, il y a une version générale, mais qui ne distingue pas vraiment exactement quelles sont les contraintes affines. En fait, la seule propriété des contraintes affines qui intervient dans le résultat, c'est leur nombre. Il y a m contraintes affines, et en gros, il faut que P soit plus grand que racine de 2m pour qu'il n'y ait pas de mauvais point physique. Et notre résultat à nous, bah non, nous, enfin, la démonstration, on a déjà eu du mal à trouver un certificat dual, à démontrer le résultat dans le cas de type max-cut, donc on aimerait bien l'étendre à des contraintes plus générales, mais pour l'instant, c'est un travail en cours et dont on étudie encore qu'un cas particulier. Alors, il y a une question par écrit de Thomas Galouette. Est-ce que alors, oui, non, plusieurs questions par écrit. Une première question, la propriété trouvée est-elle propre au problème max-cut ou peut-elle être généralisée à d'autres cadres de problèmes SPD? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a une interprétation du point utilisé dans la preuve pour majorer P autre que la formule marche, même formellement? Alors, donc, bon, la première question, je pense que c'est celle à laquelle j'ai à peu près répondu. Et alors, pour la deuxième, ben, non. Nous, enfin, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a pas d'interprétation du point faisable du dual, mais on n'a pas cherché très fort à l'interpréter. En principe, le certificat dual qu'on a trouvé, il doit nous donner, si on regarde correctement, une direction de descente. C'est-à-dire que à partir de ce certificat dual,
on doit pouvoir déduire une direction dans laquelle la fonction de coût, si on part du point B, si on regarde la fonction de coût au point B et on se déplace un peu dans une direction qui est liée au certificat dual, la fonction de coût doit décroître. Mais alors en fait, notre certificat dual, il ne donne pas exactement une direction de descente, mais plutôt il donne une distribution de probabilité sur l'ensemble des directions, avec la propriété que quand on suit l'une de ces directions-là, en moyenne, l'objectif décroît. Mais ce n'est pas exactement une direction de descente. Et on n'a pas de meilleure interprétation que ça. Ok, merci. François, oui. Oui, moi j'ai une question naïve et bête. Comment est-ce que vous avez pu imaginer une formule aussi compliquée pour les 3 paramètres, je ne sais plus comment ils s'appellent, E1, à partir de E1, E2 et 3, à partir de résultats numériques? Est-ce qu'il y a une raison ou est-ce que vous avez, je ne sais pas, connexion avec ChatGPT, par exemple? C'est comme Ramanujan, c'est la TS qui a donné la trompe. Non, alors en fait, c'est pas aussi compliqué que ça peut en avoir l'air. Parce que, donc, en fait, la matrice H, celle-là, on a quand même des contraintes assez particulières dessus. Donc, déjà, rien qu'essayer de trouver un H qui vérifie les contraintes, juste la contrainte qui est imposée sur H. En fait, H, ça doit appartenir à un cône engendré par certaines matrices, certaines autres matrices. Donc, en fait, ça, c'est un petit peu l'élément le plus simple du cône en question. Et d'ailleurs, cette matrice, elle a été utilisée aussi par Ling. J'ai cité les travaux de Ling. En fait, il utilisait la même matrice H. Essentiellement, il ne le formulait pas comme ça, mais il y avait quand même la même matrice qui apparaissait dans son travail. Et un autre travail qui a été il y a quelques mois seulement utilise aussi cette matrice-là. Donc en fait, pour H, c'est un choix en fait finalement relativement naturel. Alors après, ce qui est moins naturel et ce qui nous a demandé le plus de travail, c'est W. Donc Z, qui est VV transpose, bon, c'est essentiellement notre point critique. V, c'est notre point critique. Donc VV transpose, c'est la matrice de taille N qui correspond. C'est pas ça, cette expression-là est là aussi, on ne peut pas faire beaucoup plus simple. Par contre, pour W, on a mis pas mal de temps. En fait, donc si on enlève cette partie-là, bon, là, ça devient assez simple, c'est juste W est proportionnel à V. Et V, c'est une des 2 seules matrices auxquelles on a accès, donc c'est assez raisonnable de l'utiliser. Et ce terme-là, en fait, on peut le voir comme la projection orthogonale, c'est-à-dire X0V, c'est une petite correction à V. Et la présence du terme diagonale, c'est une projection orthogonale sur l'ensemble des contraintes que doit satisfaire W. Donc vraiment, ce qui a été pénible, c'est d'imaginer ce terme-là. Et voilà. Une fois si on avait ce terme-là, en fait, on devait quasiment automatiquement mettre celui-là pour compenser, pour que les contraintes restent vérifiées. Pas d'autres questions? Vas-y. Oui, ça répond en grande partie à ma question. Mais ensuite, il faut choisir E1, E2, E3. Oui, mais alors là, c'est très contraint, en fait. Et attendez, excusez-moi. Et vous lisiez dans les résultats numériques que les solutions pouvaient être comme ça. Ouais, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé, donc on a résolu le problème de base plein de fois, et en imposant de plus en plus de contraintes sur Z et H et W. Donc, au bout d'un moment, on s'est retrouvé à
inclure comme contrainte sur Z que Z soit proportionnel à DV transpose, que H soit proportionnel à cette matrice-là, et pareil que V soit proportionnel à, enfin, soit dans soit cette forme-là. Ça, c'est des contraintes convexes. Donc, du coup, on pouvait les incorporer dans notre problème dual, et puis on pouvait résoudre plein d'instances du problème dual et voir si ça fonctionnait ou pas. Ou si dans certains cas, on ne trouvait pas de point faisable du dual avec la bonne valeur de l'objectif. Donc, on a testé plein de formes jusqu'à en trouver une qui convienne. Et par contre, les constantes, enfin les scalaires E1, E2, E3, eux, ils sont on va vérifier des équations explicites parce que donc, dans notre problème dual, donc, on a des contraintes. Donc, par exemple, cette contrainte-là, le fait que cette matrice-là soit semi-définie positive, ça s'écrit comme le fait qu'une certaine matrice qui dépend des scalaires E1, E2, E3 soit semi-définie positive. Et la matrice, en l'occurrence, elle est suffisamment simple pour qu'on puisse ramener ça au fait que E1, E2 et E3 vérifient une certaine équation polynomiale d'ordre de degré 2. Et c'est pareil pour cette contrainte-là et cette contrainte-là. Donc, en fait, une fois qu'on a la forme d'ensemble de Z, H et W, montrer l'existence des scalaires E1, E2 et E3, ça revient à montrer qu'un système, un petit système d'équations polynomiales a une solution. Et ça, en fait, le système est suffisamment simple pour qu'on puisse le résoudre de manière explicite. Si c'est quadratique, ça va se faire. Oui. Pas d'autres questions? Je pense qu'on peut aussi continuer à discuter dans la salle café. Eh bien, merci beaucoup.